Sachant que le passage de la charrue à l'ère spatiale s'est fait sur plusieurs siècles, avec toutes les implications et bouleversements que cela a apporté à notre monde, imaginons les répercussions du passage à l'intelligence artificielle quantique en à peine quelques années. C'est comme si un scientifique du Moyen-Âge essayait de comprendre à son époque, dans son environnement propre, les notions des sciences contemporaines ou les technologies actuelles. Il est ainsi quasiment impossible pour nous de concevoir toutes les répercussions qu'une intelligence artificielle quantique pourrait avoir sur nos sociétés. Il s'agit d'un bond technologique tel qu'il sera perçu comme un véritable miracle. L'intelligence artificielle quantique ouvrira des perspectives qui nous semblent aujourd'hui inaccessibles, dépassant de loin les possibilités des techniques actuelles. Grâce à elle, toutes les informations nous concernant seront instantanément accessibles. Les traces informatiques que nous laissons partout permettront un accès à toutes nos données. Tout ce que nous avons pu poster sur le net, toutes nos recherches, tous nos achats, nos lectures, nos commentaires, nos photos, nos opinions, nos comptes bancaires, nos dossiers médicaux ou administratifs et tout ce qui a pu être dit et écrit à notre sujet. Cette IA aura, grâce à cela, la possibilité d'avoir une connaissance approfondie et individuelle de chacun d'entre nous. Il sera donc possible, grâce au calcul des probabilités optimisées à leur maximum par l'utilisation du quantique, de prévoir nos envies, nos réactions, donc d'une certaine manière, notre futur. Cette intelligence artificielle va s'immiscer de manière insidieuse dans nos vies, jusqu'à finir par en prendre le contrôle total. Ainsi, elle viendra occuper la place de l'homme pour gérer son quotidien, avec tous les dangers que cela implique. Cela sera à la base de nouvelles découvertes scientifiques, tout aussi révolutionnaires les unes que les autres, que ce soit dans le domaine médical, agricole, alimentaire ou autre. Elle pourra maîtriser toutes les dimensions de la nature, contrôler le climat, fertiliser des terres arides ou redonner vie à des espèces disparues. Elle sera synonyme d'abondance et de richesse qu'elle dispensera comme bon lui semble. Elle se donne pour ambition de guérir toutes les maladies et de prolonger la vie au point même de vaincre la mort. C'est l'ambition de Mark Zuckerberg, patron de Facebook, qui a investi 3 milliards de dollars pour, selon lui, guérir, prévenir et gérer toutes les maladies d'ici la fin du siècle. Google va encore plus loin en annonçant son ambition de nous rendre immortels, en nous guérissant de la mort qu'il considère comme une maladie. L'intelligence artificielle quantique pourra donc rendre la vue à l'aveugle, faire marcher le paralytique ou encore nous garder éternellement jeunes dans cette ville de tous les miracles. Ici Will Porté, le passage a réussi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation. Restez où vous êtes. Deux mondes. Il faut que nous en sacrifions un pour que l'autre puisse survivre. L'intelligence artificielle, en liant les données des acteurs de la santé, aide à réagir rapidement en cas de crise. En tant que médecins des services d'urgence, nous sommes souvent en première ligne. Mais pour vous donner un exemple de l'utilité de la technologie et de l'intelligence artificielle en cas d'épidémie de ce type,
Le coronavirus, mais aussi la grippe saisonnière. Quand une organisation comme l'OMS est informée de la circulation de nouveaux virus, l'intelligence artificielle peut nous donner l'opportunité de signaler ces symptômes inhabituels, bien avant que les praticiens et les services de santé ne les mettent en évidence. Ce qui nous aide à anticiper ce type de pandémie peut-être un mois avant qu'elle ne s'envenime vraiment. 55 000 personnes originaires de 159 pays ont participé à ce salon ici à Dubaï pour présenter et découvrir des technologies révolutionnaires pour le secteur de la santé. En voici quelques exemples. Bientôt, des ambulances sans chauffeur pourraient arriver au domicile des patients dès l'alerte donnée. On l'appelle l'ambulance intelligente. Sachant que les patients à haut risque vont porter des appareils portatifs qui surveillent leur santé, disons que quand quelque chose arrive au patient, les appareils enverront tous les paramètres vitaux au système et à l'hôpital pour que le médecin puisse surveiller l'état du patient 24 heures sur 24. Dans l'avenir, l'ambulance sera un véhicule autonome qui ira directement chez le patient. Sur le trajet en direction de l'hôpital, tous les feux passeront au vert à l'approche du véhicule. Quand le patient sera à bord de l'ambulance, des caméras haute résolution observeront le visage du patient et transmettront toutes les données importantes aux secouristes pour qu'ils puissent aider le patient. Pendant le trajet vers l'hôpital, un médecin virtuel sera à bord. L'intelligence artificielle est déjà présente dans des implants qui enregistrent les paramètres vitaux. On peut placer des appareils sous la peau et télésurveiller les patients cardiaques, y compris quand ils sont chez eux. On a implanté cet appareil chez 30 patients. Quand l'un d'eux se trouvait à Londres, on a remarqué une anomalie au niveau de son cœur. On l'a appelé, on lui a dit d'aller tout de suite à l'hôpital et ça l'a sauvé. Autre avancée, il est aujourd'hui possible de relancer la croissance de cellules cardiaques endommagées. En matière de traitement, nous avons collaboré avec l'université d'Osaka où leurs équipes ont mené une étude sur des cellules souches qui ont généré des cellules cardiaques. On peut utiliser des cellules souches pour régénérer ce type de cellules. C'est l'une des dernières technologies dans le traitement cardiaque et en partenariat avec le Japon, nous allons mener une étude clinique ici avec le ministère de la Santé. L'analyse visuelle de blessures grâce au machine learning, l'apprentissage automatique, aide les soignants à choisir le traitement adapté. Cette machine surveille le processus de guérison du pied chez un patient diabétique. Elle nous donne les résultats en 30 secondes. Il suffit de scanner la blessure. La machine dispose des informations du patient sur les 15 dernières années. Elle va comparer la situation aux blessures plus anciennes et analyser le problème. De cette manière, on peut éviter les complications liées au diabète, comme l'amputation. Qu'il s'agisse d'intelligence artificielle ou de nouvelles méthodes pour analyser l'état des patients et les traiter, des concepts qui existaient uniquement dans notre imagination il y a quelques années sont aujourd'hui devenus réalité. Toutes ces technologies poursuivent un même but, nous faire passer d'une médecine de traitement à une médecine de prévention. Le 31 décembre 2019, une compagnie canadienne, Blue Dot, de Toronto, repère 27 premiers cas de pneumonie suspecte autour d'un marché d'animaux à Wuhan en Chine et elle alerte les autorités. C'est l'aiguille dans la botte de foin. Les algorithmes de Blue Dot analysent des millions de sources d'informations et ces experts découvrent ce qui deviendra la grande pandémie 9 jours avant l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Kamran Khan avait reconnu il y a 3 mois quelque chose de similaire à l'épidémie de SRAS qui avait fait des ravages dans sa ville de Toronto en 2003. Cette épidémie a été l'inspiration de la création de Blue Dot. Nous voulons repousser les frontières de l'utilisation des données, de l'analyse et de la technologie pour aller toujours plus vite. Si nous pouvons devancer ces maladies infectieuses, nous devons aller plus vite qu'elles. Elles vont très très vite. Pourquoi la Chine, le reste du monde et les clients et partenaires de Blue Dot n'ont pas réagi à cette alarme de fin décembre? Mystère. D'autres entreprises en intelligence artificielle sont entrées dans la course contre la Covid-19. Une firme de San Francisco, Kinsa, vend des thermomètres intelligents reliés à un réseau, ce qui permet de détecter à l'avance les zones de maladies atypiques en fonction des relevés de fièvre. Sa carte permet de dégager la tendance de la propagation, généralement de la grippe, mais depuis le 1er mars dernier, de la Covid-19. Les données recueillies dans les infirmeries des écoles sont particulièrement instructives. Une autre firme de Toronto à but non lucratif, Flatten.ca, a mis au point un site web. Celui-ci recueille des données à travers tout le Canada pour tracer une carte qui montre en temps réel l'évolution de la propagation du virus. Aujourd'hui,
Il apparaît désormais clairement que notre monde est sur le point de voir s'opérer des bouleversements majeurs qui vont nous propulser dans une ère nouvelle, l'ère du numérique, du quantique et de l'intelligence artificielle. Ces changements vont ainsi aboutir à une nouvelle société, avec ses nouvelles technologies et son nouveau mode de vie. Cette mutation de notre civilisation va inévitablement entraîner une transformation de l'homme. L'homme de demain ne sera en rien l'homme d'aujourd'hui. La lutte contre le coronavirus passera-t-elle par le téléphone portable? C'est en tout cas le souhait du gouvernement pour éviter une reprise de l'épidémie une fois le confinement terminé. Les autorités veulent s'inspirer d'une application déjà existante à Singapour. Grâce au Bluetooth, elle collecte les données des autres téléphones situés à proximité. L'historique de ces rencontres est chiffré puis stocké pendant 21 jours. Mais les coordonnées GPS des utilisateurs ne sont pas enregistrées. Avec cette méthode, si l'une des personnes est positive au coronavirus, celles qui se trouvent à proximité seront averties. Un message envoyé sur leur portable les invite alors à se mettre en quarantaine et effectuer un test au Covid-19. Un système innovant et moderne pour éviter la diffusion du virus. Mais pour être efficace, l'application doit massivement être utilisée par au moins 2/3 de la population. Mais lorsqu'on aura aplati la courbe, comme on semble l'avoir fait en Asie, et pour empêcher qu'elle remonte, que fait-on? Les Chinois ont dans leur téléphone portable une application qui atteste de leur santé et de leur niveau de risque auprès des autorités. Un code vert, tout est bon, on peut utiliser les transports publics. Hong Kong impose des bracelets à tous ceux qui arrivent de l'étranger, ce qui permet de les suivre dans tous leurs déplacements. L'État vous surveille. À l'entrée de cette tour de bureau depuis 2 semaines, c'est devenu obligatoire. Pour accéder aux étages, tous les employés doivent présenter un code QR affiché sur leur téléphone. Moi, mon code est vert. Le fait qu'il soit vert me donne le droit d'entrer. S'il était jaune ou rouge, je n'y serais pas autorisé. L'application, développée par le géant de l'Internet chinois Alibaba, analyse les données du téléphone pour déterminer si son utilisateur a séjourné dans des zones à risque ou a voyagé à proximité des personnes infectées par le coronavirus. En Chine, ce code QR est le nouveau sésame pour se déplacer. Dans cette ville au sud de Shanghai, il est réclamé à l'entrée des résidences, des gares, des métros. Si le code n'est pas vert, impossible de passer. C'est rassurant. Sans ce code, impossible de savoir si les gens qui prennent le métro ou le bus sont en bonne santé. Je pense que ce code va vraiment permettre d'améliorer la situation. Ce casque utilisé par la police permet de mesurer automatiquement la température des passants à 5 mètres de distance. Dans le sud du pays, des drones s'approchent des voitures pour que les passagers scannent un code qui enregistre leur déplacement. Et à Pékin, ce centre de contrôle analyse les mouvements de population pour déterminer où se trouvent les personnes à risque. Le gouvernement veut utiliser le big data pour prendre les bonnes décisions dans sa lutte contre l'épidémie. Cela apporte des informations précises et efficaces. Dans le pays, il y a une autre application qui est très utilisée par la population chinoise. Elle permet de savoir s'il y a des personnes infectées par le Covid-19 autour de soi. Et par exemple, ici à Shanghai, la personne contaminée la plus proche de moi se trouve à moins de 2 km. Singapour offre l'application en source libre. Voici comment Trace Together de Singapour fonctionne. Pas de géolocalisation, c'est la fonction Bluetooth qui rentre en contact avec les téléphones voisins dans un rayon de 10 mètres. Le programme, volontaire, informe les usagers de l'état de santé de ceux qu'ils rencontrent et les alerte en cas d'infection. Les cas sont détectés, soignés et les personnes côtoyées sont identifiées et informées. Les données sont encryptées, anonymes et demeurent dans les téléphones qui ne sont connectés à aucun réseau. On travaille très fort pour essayer de déployer ça le plus vite possible. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient aussi de lancer une application en source libre pour partager ces données par géolocalisation avec les utilisateurs et les responsables de la santé publique. Pour bien comprendre son fonctionnement, il faut dans un premier temps faire la distinction entre l'IA dite forte et l'IA faible. L'IA forte renvoie une intelligence artificielle qui correspond globalement au même niveau d'intelligence que l'homme. Elle a la capacité d'analyser des données, de raisonner, de prévoir, de résoudre des problèmes variés, et comme un humain, la machine peut percevoir,
juger, apprendre par la lecture ou par ses propres expériences et décider. L'homme est encore bien loin de cette technologie. L'intelligence artificielle est dite faible lorsqu'elle ne fait que reproduire un comportement spécifique, mais pas son fonctionnement. En d'autres termes, la machine ne comprend pas ce qu'elle fait. Devant la propagation du nouveau coronavirus, la Chine appelle des robots à la rescousse. Dans les hôpitaux, l'appareil de TMI Rob se déplace seul pour asperger les lieux d'un liquide désinfectant. Et ses rayons ultraviolets éliminent virus et bactéries dans un rayon de 10 mètres. Une flotte de robots de livraison autonome se déplace aussi dans les rues de Wuhan. L'entreprise chinoise de commerce en ligne JD veut aider ses clients à éviter les contacts humains en cette période de quarantaine. Drones, intelligence artificielle, robots et big data sont mis à contribution. Les Chinois peuvent désormais télécharger une application qui indique si vous avez été en contact proche avec une personne infectée. L'application baptisée Close Contact Detector se base sur les données personnelles des utilisateurs qui doivent scanner leur QR code sur le smartphone. Dans le métro de Pékin, les voyageurs sont scrutés par un scanner infrarouge qui mesure leur température. Le passager fiévreux est ensuite identifié par reconnaissance faciale. Dans plusieurs grandes villes, des drones survolent les grands axes et invitent les automobilistes à scanner un QR code pour fournir leurs données de santé aux autorités. Ces drones peuvent aussi asperger au passage les rues de désinfectants. D'autres se chargent d'effectuer les livraisons de médicaments ou de masques aux personnes confinées chez elles. Plusieurs équipes de recherche planchent aussi sur une intelligence artificielle capable de cartographier et de prédire la propagation du virus. D'autres algorithmes scrutent les réseaux sociaux pour déterminer où le virus est plus susceptible de s'étendre. De son côté, la start-up chinoise iFlyTech a mis au point un algorithme pour identifier les patients les plus à risque selon leur âge, leur lieu d'habitation ou leurs conditions médicales. Des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. Des messages préenregistrés sont interdits pour sensibiliser les derniers passants réfractaires. Depuis jeudi, les policiers des Alpes-Maritimes testent leur nouvel outil de travail. En fait, les policiers vont en temps réel sur l'écran, sachant que dès que les personnes entendent le message, d'eux-mêmes, ils sont responsables et ils partent. On a remarqué ça tout ce matin, donc c'est plutôt positif. Pour prévenir les citoyens, le haut-parleur intégré au drone peut atteindre une puissance de 100 décibels. Le procédé laisse perplexe les passants. Efficace, je ne sais pas, mais enfin, oui, ça peut faire obéir un petit peu les gens, oui. Oui, je l'avais pas vu ce drone. Je suis surprise quand même. En plus de la prévention, le drone permet d'aider les policiers lors de leur patrouille. Ce drone a une couverture géographique importante. Il nous permet, le cas échéant, de repérer des personnes qui seraient éloignées. Ça peut être des personnes qui seraient sur la plage. Et donc ensuite, de diriger vers elles une patrouille qui pourrait donc contrôler, voir si elles sont en possession des documents qui sont demandés. Comme dans les Alpes-Maritimes, Paris et d'autres départements ont fait le choix de cette nouvelle technologie. Alors bonsoir Monsieur Bengio. Bonsoir. Alors l'intelligence artificielle pourrait venir à notre rescousse finalement pour contrer cette crise du coronavirus.
C'est une des sciences, effectivement. En fait, presque tous les chercheurs dans le monde, dans plein de disciplines aujourd'hui, sont pris d'une frénésie pour voir ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à lutter contre ce monstre qui nous attaque. Alors, vous parlez d'une application mobile pour essayer d'améliorer le dépistage. Alors, pouvez-vous nous en parler? Oui. Alors, aujourd'hui, on fait le dépistage surtout à la main. Donc, de quoi il s'agit? C'est que quand quelqu'un a eu un test positif, on voudrait contacter les personnes qu'il a rencontrées, avec qui il a passé du temps, pour les avertir qu'il y a un risque qu'ils soient eux-mêmes infectés par la maladie. Mais ce processus-là est très imparfait. Alors, la technologie peut nous aider. Avec les téléphones, on peut identifier ces rencontres qu'on a fait, le temps qu'on a passé avec différentes personnes de manière beaucoup plus fiable. Et ensuite, on peut utiliser ça pour donner du feedback aux gens, pour faire en sorte que les gens qui sont les plus à risque fassent plus attention. Et aujourd'hui, un des enjeux importants pour sortir de la crise, c'est d'une part comment baisser la vitesse de propagation du virus, et donc qui se fait à travers ces fameux contacts, mais aussi permettre à ceux qui ne sont pas infectés d'avoir une activité qui s'approche dans le futur de plus en plus d'une vie normale pour pouvoir travailler. Donc ce compromis entre réussir à sortir et empêcher qu'il y ait plus d'infections, on peut l'améliorer avec des outils qui identifient les gens qui sont plus à risque. Alors comment vous allez parvenir à cela? Parce que vous avez besoin des données individuelles de personnes. Oui, alors pour que ça fonctionne, il va falloir que les gens installent sur leur téléphone une application qu'on est en train de développer. On n'est pas les seuls, enfin, ça se passe partout dans le monde. Et à ce moment-là, quand les gens qui ont leur téléphone en poche se promènent, ça va enregistrer le fait que vous étiez à peu près au même endroit, à peu près au même moment avec telle autre personne, mais de manière anonyme, de manière qui préserve la vie privée, qui va faire qu'ensuite on va pouvoir retracer cette chaîne de contact et identifier les gens qui sont les plus à risque. Et donc l'objectif final? L'objectif final, c'est de changer les comportements des gens pour qu'ils aient plus conscience du risque qu'ils posent pour les gens qu'ils aiment, mais aussi pour la société. Les aider à se connecter mieux avec l'information qui existe aujourd'hui de la santé publique, pour leur donner les bonnes recommandations en fonction de où ils se situent dans la progression de la maladie, ou s'ils sont en bonne santé, tant mieux. Et finalement, arriver à contrôler l'expansion de la maladie, nous permettre de sortir plus vite dans quelques semaines, dans quelques mois de cette période de confinement. En Chine, ils ont utilisé le traçage à la main, mais à Singapour, ils ont construit une application qui utilise les téléphones pour identifier le fait que deux personnes sont à proximité et garder trace de ces informations. On essaie de faire quelque chose de semblable, mais qui met beaucoup plus de poids sur la question de la vie privée. C'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Et il y a beaucoup d'enjeux de compromis entre la protection de la vie privée et la protection de la santé, de la sécurité de tout le monde. Il faut que collectivement, on fasse les choix qui nous conviennent. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les technologies employées dans la prévention et le traitement du coronavirus en Chine, notamment les robots, le big data, donc les mégadonnées, la 5G et les drones. Sur la ligne de front, les robots intelligents sont devenus désormais un outil pratique qui effectue des tâches basiques mais à haut risque de contamination, comme par exemple l'envoi des médicaments et repas aux personnes contaminées, transporter des vêtements de protection usés et désinfecter l'hôpital. Pour en parler, j'invite M. Li Liangyuan, cofondateur du SAIT, une entreprise de développement de robots intelligents. Bonjour M. Li. Bonjour Xianghui. Les robots de votre entreprise ont été envoyés sur le front cette fois-ci, c'est ça? Pendant l'épidémie du coronavirus, les robots ont été mis en service dans des hôpitaux, dont 10 hôpitaux à Wuhan. Les robots peuvent effectuer un certain nombre de tâches en milieu de quarantaine, en distribuant médicaments et nourriture. Donc, quelle a été l'appréciation de l'hôpital? Le retour d'expérience des hôpitaux est positif. En réduisant la charge qui pèse sur des professionnels déjà surchargés, le robot n'a pas besoin de masques N95 ni de vêtements de protection. Disposer de produits de technologie de proximité renforce également la confiance du personnel médical et des patients vis-à-vis du sérieux des moyens consacrés à la lutte contre l'épidémie. Merci Monsieur Li.
Le Big Data est aussi devenu un outil très pratique de suivi en temps réel du développement de l'épidémie et de gestion des personnes en bonne santé, en observation ou contaminées. Dans plusieurs provinces en Chine, les habitants font une demande en ligne et une de ces 3 couleurs leur sera attribuée, vert, jaune ou rouge, et ils ne pourront circuler librement qu'avec un code QR vert. Pour les 2 autres couleurs, la quarantaine de différentes durées sera imposée. Une numérisation du code QR à l'arrivée d'un endroit public tel qu'une autoroute ou un supermarché enregistre également les déplacements d'un habitant. À partir de toutes ces données collectées, une carte dynamique mise à jour en temps réel est à la disposition des habitants. Elle indique le niveau de risque de contamination dans chaque ville et contribue à ce que les activités économiques puissent reprendre en toute sécurité. La 5G a également contribué à faciliter les consultations en groupe, les réunions et les formations à distance sur les mesures à prendre face au coronavirus, surtout pour les personnes contaminées se trouvant dans un état critique. La technologie permet aussi de transmettre des images des personnes contaminées en temps réel aux soignants et aux proches du contaminé. Au niveau municipal, les drones équipés d'un haut-parleur puissant ont été employés en vue de dissuader les rassemblements d'habitants et réduire les contacts interpersonnels. Une personne contrôle le drone à distance et parle aux habitants via le haut-parleur en cas de rassemblement. Sa voix peut être entendue jusqu'à plus de 100 mètres. Les images que vous voyez ici ont été prises dans un village dans la province du Sichuan. En à peine 30 minutes, le drone parvient à faire un tour dans tous les coins et recoins du village. Ainsi, le drone effectue cette patrouille 3 fois par jour pour éviter les contacts directs du personnel du comité du village avec les habitants. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter une distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Rappel des consignes relatives à l'épidémie de Covid-19. On nous vend cette technologie comme étant un formidable moyen pour nous simplifier grandement la vie. Par exemple, parmi les objets aux gadgets connectés, on trouvera la maison intelligente contrôlée à distance, les voitures autonomes, mais aussi les montres ou encore les vêtements connectés dotés de microcapteurs et bien d'autres encore. Grâce à la 5G, on pourra également généraliser l'implantation des fameuses puces RFID, contenant de multiples informations à notre sujet, comme notre identité, notre dossier médical, nos achats et autres transactions bancaires. Et grâce au mariage entre la 5G et la robotique, il sera possible de contrôler à distance le bras d'un robot. Un chirurgien pourra opérer un patient se trouvant à des milliers de kilomètres de lui. Un bulldozer sur un chantier pourra être piloté à distance par un humain, comme s'il était à bord. Très pratique pour intervenir dans des zones dangereuses ou après une catastrophe naturelle. Mais comme je le dis souvent, chaque médaille a son revers et ces nouvelles perspectives en matière d'usage négligent un aspect fondamental. En multipliant autour de nous les objets connectés, en enrichissant chaque jour l'espace virtuel auquel nous nous connectons, nous nourrissons le déluge d'informations, source de richesse, de savoir et de puissance pour l'intelligence artificielle, qui ne va cesser d'évoluer de manière exponentielle. Certains chiffres sont déjà impressionnants. Chaque jour, les humains produisent plus de 5 exabits de données, soit ce que l'humanité a produit comme données de sa naissance à 2003. Ce chiffre lui-même sera multiplié par 20 dans les 6 prochaines années. De plus, la révolution numérique est sournoise. Elle crée d'abord une dépendance, exige de l'homme de la transparence, de la docilité, pour finalement le contraindre consciemment à renoncer à sa vie privée, à sa liberté. Être connecté, permettre que des données considérables sur nos vies soient entre les mains de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas accepter de céder une part de soi-même? Voilà le danger d'un référencement de données quasi illimité sur nos vies, dans le Big Data. Nos habitudes alimentaires, nos déplacements, nos dépenses, l'état de notre santé, nos relations personnelles, familiales, professionnelles, notre orientation politique et notre degré d'implication.
personne ne sera à l'abri des dérives puisqu'il sera possible de savoir absolument tout de nous, bon gré, mal gré. Pour limiter la propagation du virus, les plus efficaces ont été jusqu'à présent Singapour, Taïwan et la Corée du Sud. Ce, grâce à une technique de surveillance généralisée des individus. Question, est-ce un modèle à suivre ? L'exemple le plus frappant, c'est sans doute Singapour, cette ville-État de 6 millions d'habitants dans le sud de l'Asie. Dès qu'une personne est malade ou soupçonnée de l'être, que se passe-t-il ? D'abord, bien sûr, on fait un test. Et ensuite, si elle est malade, elle est mise à l'isolement, et puis elle fait l'objet d'un interrogatoire en règle. Qui est-elle ? Qui sont ses parents ? Qui sont ses amis ? Où s'est-elle rendue au cours des dernières heures ? Quelle personne a-t-elle pu croiser ? Et ensuite, épluchage de ses données numériques. Sa carte bancaire, son téléphone portable, son ordinateur. Bref, il s'agit d'identifier tous les individus que cette personne a pu croiser. Encore plus fort, si une personne est mise en quarantaine, que se passe-t-il ? Chaque jour, 3 fois par jour, la police appelle cette personne chez elle pour s'assurer qu'elle n'a pas quitté son domicile. Et en cas d'infraction, poursuite pénale, port de bracelet électronique. Alors évidemment, comme ça donne des résultats, il est tentant de faire la même chose. Les États-Unis de Trump réfléchissent à un dispositif avec Facebook et Google. L'Union européenne a sollicité 8 opérateurs téléphoniques, dont le français Orange, pour récupérer les données numériques personnelles d'un certain nombre d'individus soupçonnés d'être malades. À court terme, ça peut évidemment donner des résultats pour enrayer la maladie. À moyen terme, ça pose des questions très sérieuses sur l'intrusion de l'État dans la vie privée. En la matière, regardons la Chine de Xi Jinping parce qu'elle bat tous les records. Depuis plusieurs mois, elle met en place un système de crédit social par individu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que selon votre comportement sur la place publique, ce que vous faites grâce aux caméras de vidéosurveillance, on peut vous surveiller, vous avez un certain nombre de points et en fonction de ces points, de ce crédit social, vous avez un certain nombre de droits ou pas. Bref, on est en quelque sorte dans le système 1984 de George Orwell. Big Brother is watching you, on vous surveille en permanence. On le voit bien, les risques sont majeurs. Si les dirigeants ont des penchants totalitaires, c'est potentiellement la fin de toute liberté individuelle, au nom très noble de la préservation de l'intérêt supérieur de la collectivité, mais avec un risque que ce soit utilisé dans l'intérêt unique des personnes au pouvoir. Jusqu'à présent, l'Occident individualiste a toujours résisté à cette évolution. Le coronavirus peut changer la donne. Sur le papier, il est tentant évidemment de faire comme ces pays asiatiques puisqu'il n'y a que quelques centaines de cas à Taïwan ou à Singapour, quelques morts seulement et une épidémie enrayée en Corée du Sud. Alors c'est vrai, c'est d'abord grâce à un dispositif sanitaire très important, un port généralisé du masque et un dépistage massif. Mais c'est aussi grâce à une surveillance généralisée des individus par les technologies numériques. Le travail de l'intelligence artificielle consiste donc à traiter rapidement toutes sortes d'informations pour aboutir finalement à des machines qui raisonnent. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente partout, dans nos poches, avec nos téléphones portables, dans nos maisons, avec nos télés connectées et nos ordinateurs, dans nos transports, avec la géolocalisation ou les voitures autonomes, et dans bien d'autres cas encore. En bref, tout individu dans nos sociétés modernes est en lien avec une intelligence artificielle. Celle-ci reste pour le moment primaire et limitée, mais les grands groupes multinationaux ont l'ambition de la développer à grande échelle en la perfectionnant. D'ailleurs, il y a aujourd'hui une lutte sans merci, non seulement entre les grandes entreprises, mais aussi entre les États, pour maîtriser cette technologie du futur. À Shenzhen, par exemple, dans le sud du pays, vous êtes au passage piéton, vous traversez, dommage, le petit bonhomme était rouge. Ah, alors, une caméra vous filme, va vous identifier en moins de 3 secondes, vous allez recevoir une amende évidemment, mais non seulement ça, mais en plus votre visage avec votre nom et votre identité va être diffusé en 4:3 sur des grands écrans publicitaires aux intersections, histoire de bien vous faire honte, vous voyez, donc c'est une illustration parmi d'autres du système de surveillance généralisée que la Chine est en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'ils ont un système, ils ont en gros les photos de 1 milliard ou plus d'1 milliard de citoyens, ils couplent ça avec les images qui sont récoltées par 176 millions de caméras de vidéosurveillance. Il va y en avoir le triple dans 2 ans. Donc vous imaginez déjà le nombre de caméras de vidéosurveillance et on va pouvoir à partir de ça identifier n'importe qui, identifier un suspect dans une foule parce qu'évidemment ils mettent en avant les raisons de sécurité, mais on voit bien les dérives que ça peut entraîner. On voit les petits joueurs à côté.
Je ne mettrai plus jamais les pieds en Chine. Non, mais attendez. Comment voulez-vous aller vivre dans un pays, même George Orwell? Bien sûr. Alors, n'aurait pas pu imaginer ça. Non, mais c'est vraiment Big Brother était un petit joueur à côté. Ouais, de la rigolade. De la rigolade. Alors ça, c'est assez dingue. C'est la dernière brique, mais alors c'est peut-être la plus folle. C'est une sorte, un peu comme si vous aviez un permis à un point, mais qui régit l'ensemble de votre vie. Donc chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950, et cette note, elle va évoluer en fonction de tout un tas de critères. Alors ce que vous faites dans la vie réelle, par exemple, si vous avez bien payé vos impôts à temps, là vous avez une meilleure note. Si vous avez eu une amende de stationnement, la note va baisser un petit peu. Et puis, est-ce que vous faites sur Internet, ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, si vous avez des mauvaises fréquentations sur les réseaux sociaux, là votre note va baisser. Et même ce que vous achetez, par exemple, si vous achetez souvent des couches, bon, vous êtes un parent, donc plutôt responsable, donc votre note elle augmente. En revanche, si vous achetez plein de jeux vidéo, c'est que vous êtes un peu immature, vous êtes insouciant, donc votre note elle baisse. Et cette note, elle va avoir un impact sur plein de choses. C'est-à-dire que si vous avez une bonne note, vous allez avoir des prêts plus facilement, vous allez pouvoir louer une voiture sans caution. Et bien si vous avez une mauvaise note, vos enfants pourront pas s'inscrire dans la bonne école et vous raterez sûrement la promotion que vous deviez avoir au boulot. L'intelligence artificielle ouvre des perspectives technologiques qui se révèlent jour après jour être sans limite. Mais jusqu'où peut s'étendre cette influence ? Il est évident que cette révolution technologique va impacter profondément la société à tous les niveaux et que tous les secteurs d'activité vont être touchés. L'accès de l'IA au Big Data va lui permettre de franchir les limites des possibilités humaines et ouvrir des perspectives encore inconnues. Rappelons que le Big Data ou mégadonnées sont des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse. Dans le domaine médical, l'IA va permettre de réaliser des diagnostics fiables en quelques secondes et sans nécessairement faire passer une batterie de tests douloureux ou inconfortables aux patients. Ou encore d'optimiser la création de nouveaux traitements. L'IA nous ouvre les portes d'une médecine personnalisée, adaptée à chaque individu, qui prend en compte l'ensemble de ses données personnelles, permettant au médecin de choisir le traitement le plus adapté. On pourra également être capable de détecter de plus en plus tôt et de mieux en mieux les maladies. En revanche, se pose la question des enjeux et limites du transhumanisme. La médecine de réparation va être substituée à la médecine dite d'augmentation. Augmentation des capacités cognitives, visuelles et auditives, par sélection et manipulation génétique des embryons ou par action électronique sur notre cerveau. Sur le plan militaire, l'utilisation de l'intelligence artificielle est effrayante avec le développement de nouvelles armes de plus en plus puissantes et autonomes. Drones, tanks, avions ou robots humanoïdes qui, à l'aide de l'IA, seront d'une efficacité redoutable. Il en est de même pour le renseignement militaire et les stratégies mises en place par les centres de commandement dans le cadre des guerres futures et actuelles. Cette IA, dans un avenir très proche, pourrait arriver au stade où elle déciderait de manière autonome qui mérite de vivre ou de mourir. Dans le domaine de la sécurité et du renseignement, l'IA offrira un traitement automatisé de données extraites des caméras de surveillance, des drones, des satellites, des objets connectés ou encore des réseaux sociaux. Les structures policières envisagent l'intelligence artificielle comme un outil d'avenir pour combattre les pratiques délictuelles et criminelles. La police pourra ainsi utiliser des caméras intelligentes et la reconnaissance faciale pour détecter, par exemple, un véhicule transportant un fugitif ou un opposant. L'IA pourrait également constituer dans un avenir proche un outil de choix pour prédire et prévenir les crimes ou les délits. Néanmoins, l'utilisation de l'IA, en particulier dans le traitement automatique des données personnelles, pose légitimement la question de la liberté et du respect de la vie privée des individus face à des États enclins à l'omniscience. De nombreux autres domaines, touchant la population de près, sont aussi concernés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Des secteurs aussi variés que l'éducation, la justice, le marketing ou l'assurance. Ainsi,
Les banques l'utilisent pour évaluer les calculs de risque. Les géants de l'information l'introduisent dans les moteurs de recherche et on l'utilise également pour diriger les robots d'usine. Le développement de l'IA risque d'avoir pour conséquence de plonger l'humanité dans une crise sans précédent, car grâce à cette technologie, les machines pourront surpasser les êtres humains dans presque toutes les tâches. D'après de nombreuses études scientifiques, l'avènement de l'IA pourrait plonger plus de 50% de la population mondiale au chômage au cours des 30 prochaines années, faisant disparaître la quasi-totalité des classes moyennes. Je m'appelle Amélia et je serai votre guide. Cela augmentera de manière drastique la pauvreté et la misère et creusera considérablement le fossé entre les élites et les peuples. Connaissant la férocité du système de domination mondiale, la question qui se pose est la suivante. Que va-t-on faire alors de ces milliards de personnes devenues inutiles ? Implant de puce électronique sous la peau de la main. La puce a la taille d'un grain de riz. Elle permet de déverrouiller des portes, de valider sa carte de transport, d'activer un ordinateur, simplement en passant sa main devant un lecteur. Exactement comme lorsque l'on paie avec sa carte bleue, vous savez, sans contact, ou que l'on passe son badge sur le lecteur pour entrer dans son entreprise. Les Suédois ont une confiance aveugle dans les nouvelles technologies. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 3000 d'entre eux se soient déjà fait implanter une puce électronique. Donc là, j'arrive à la cafétéria pour acheter mon café. Là, je place ma main contre le lecteur. Je n'ai plus qu'à prendre mon gobelet et me servir, et voilà. Patrick Sletmo est à l'origine du déploiement de cet implant sur le campus. Une trentaine d'étudiants en sont déjà équipés. C'est pas du tout dangereux d'après ce qu'on m'a dit. La puce est en verre et elle ne perturbe pas l'organisme. Cet étudiant en informatique en est persuadé, un jour les implants de puces électroniques conquerront la planète. Et ce n'est pas un hasard si cette technologie émerge d'abord en Suède. Dans ce pays, tout le monde est habitué à la technologie et en voit le potentiel. Donc quand des nouveautés arrivent comme celle-là, les gens pensent que c'est cool plutôt que de trouver ça bizarre.